L'air à l'intérieur du St. George's Hall est devenu électrique. Les diplomates se sont raidis. Les journalistes se sont penchés en avant. Et puis c'est arrivé. Camilla a levé la main, non pas par loyauté, mais par défi. Le roi Charles, en plein discours, a croisé son regard. Il n'a pas bronché, n'a pas hésité, mais ses mots portaient un poids qui a brisé des siècles de protocole. La princesse de Galles guidera l'âme de ce royaume. Des halètements ont résonné dans la salle. Catherine est restée immobile, les yeux baissés, mais le pouvoir rayonnait de sa présence. La protestation silencieuse de la reine consort avait été engloutie par un raz-de-marée de l'histoire. À cet instant, l'avenir de la monarchie a basculé. Pas demain, pas un jour, mais maintenant, et le monde a été témoin de la première étincelle d'une révolution silencieuse. La scène qui s'est déroulée à l'intérieur du St. George's Hall ne ressemblait à rien de ce que la monarchie avait jamais mis en scène. Ce qui était censé être un discours de cérémonie s'est rapidement transformé en un moment de rupture. La grandeur des lustres dorés, des tapis cramoisis et des armoiries séculaires n'a guère atténué le silence qui a suivi le geste de Camilla. Une seule main levée de la reine consort avait tranché le poids de la tradition comme une lame. Mais c'est la réponse du roi Charles qui a transformé l'air en histoire. Il n'a pas cassé son ton et ne s'est pas retranché dans le vague royal. Au lieu de cela, il est allé de l'avant, reconnaissant Catherine non pas comme une figure d'arrière-plan, mais comme la voix de la continuité. Ces mots étaient délibérés, choisis avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas un adieu, mais un transfert de vision. Catherine a mérité non seulement le respect, mais aussi le droit de mener les conversations qui façonnent l'âme de ce royaume. C'était subtil, mais tous les initiés présents dans la salle savaient ce qu'ils venaient d'entendre. Il ne s'agissait plus d'un positionnement symbolique. C'était une déclaration. Catherine était élevée au grand jour. Les caméras n'ont pas pleinement saisi l'attention, mais les personnes présentes ne l'oublieront jamais. Les visages se sont raidis, les regards ont fui. Certains gribouillaient des notes frénétiques, tandis que d'autres retenaient simplement leur souffle. La main de Camilla a fini par s'abaisser, mais pas parce qu'elle avait accepté la défaite. Son expression portait le poids de quelqu'un qui connaissait la vérité qu'elle s'était battue pour garder cachée. L'avenir de la couronne n'était pas lié à son influence. Elle s'éloignait, attirée vers Catherine, la femme que le public adorait déjà. Dans les semaines qui ont suivi, les effets ont été indéniables. Les calendriers royaux ont changé. Les engagements qui appartenaient autrefois à Camilla ont commencé à apparaître sous le nom de Catherine. Les annonces de Buckingham Palace ont subtilement placé la princesse de Galles en tête du protocole. Une initiative caritative après l'autre a tranquillement été transférée sous son égide. Le public l'a remarqué aussi. Les sondages ont grimpé en flèche avec une approbation écrasante pour Catherine. Les foules devant les événements royaux ne chantaient plus pour Charles ou même William, mais pour elle. Les enfants ont tendu la main. Les dirigeants mondiaux ont fait une pause au milieu d'une conversation, et les commentateurs ont murmuré que quelque chose d'irréversible avait commencé. Pour William, il ne s'agissait pas seulement d'une épouse honorée. C'était l'incarnation d'une vision qu'il portait depuis son enfance. Il se souvenait du chaos des années Diana, de l'amertume du dégoût du public, des fissures dans la façade royale. Il ne laisserait pas l'histoire se répéter. Soutenir Catherine n'était pas de l'ambition, c'était de la préservation. À l'intérieur des murs du palais, les murmures se sont amplifiés. Le personnel parlait de double souveraineté, un arrangement jamais vu depuis le début du règne d'Élisabeth II. Catherine n'était pas couronnée, mais elle fonctionnait déjà comme une reine. Les invitations la mentionnaient en premier. Les diplomates demandaient sa présence. Elle était le visage de la continuité, la boussole morale de la monarchie, et pourtant, elle le portait avec retenue. Pas de fanfare,
Pas de jubilation, pas de grande déclaration, juste une dignité tranquille, comme si elle comprenait que la couronne n'était pas saisie, mais confiée, et de jour en jour, cela devenait plus clair. La confiance de la nation et du roi lui-même reposait sur ses épaules. Lorsque les échos de ce jour fatidique ont commencé à s'estomper, des changements subtils mais sismiques se sont propagés dans le palais. Au début, ils ont été écartés comme des coïncidences, des ajustements mineurs à l'emploi du temps, rien d'inhabituel dans une institution tentaculaire. Mais pour ceux qui observaient attentivement, le schéma était indubitable. Camilla, autrefois au centre des engagements caritatifs et des mécénats culturels, a vu son calendrier s'alléger. Un gala qu'elle devait animer a été soudainement réattribué. Une initiative d'alphabétisation longtemps associée à son nom était désormais présentée par Catherine. Le raisonnement officiel était toujours poli. Repos, conflit d'horaires, besoin de réduire les engagements. Mais les initiés murmuraient une vérité plus dure. Camilla était délibérément éloignée des projecteurs. Pendant ce temps, la présence de Catherine ne faisait que devenir plus imposante. Elle n'apparaissait plus seulement comme l'épouse de William ou la belle-fille de Charles. Au lieu de cela, elle s'est immiscée dans des espaces traditionnellement réservés aux monarques régnants et à leurs conjoints. Les diplomates ont commencé à la demander spécifiquement pour des réunions privées. Les dignitaires étrangers ont demandé si elle pouvait assister à des banquets d'État en leur honneur. Même les mémos internes du palais ont commencé à mentionner son nom au-dessus des autres. Charles, William et, de façon plus révélatrice, Camilla. Pour le public, la transition semblait naturelle. L'image de Catherine ne comportait aucune des controverses qui avaient entaché la famille royale pendant des décennies. Son bilan était impeccable. Plus d'une décennie de service sans scandale, d'innombrables engagements gérés avec grâce et un lien avec les citoyens ordinaires qui la rendaient à la fois royale et accessible. Quand elle parlait aux anciens combattants, elle écoutait comme si elle était de la famille. Quand elle saluait les enfants, son sourire était sincère, sans affectation. Les gens lui faisaient confiance, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle l'incarnait. C'est précisément sur cette confiance que Charles s'est appuyé dans son discours. Et bien qu'il n'ait jamais utilisé le mot successeur, l'implication était indubitable. Catherine n'était pas seulement la princesse de Galles. Elle était la boussole morale de la monarchie, son pont entre la tradition et la modernité. À l'intérieur du palais, l'atmosphère est devenue tendue. Camilla, toujours stratégique, a reconnu ce qui se passait. Son cercle intime s'est resserré, ses expressions lors d'événements publics sont devenues plus tendues et sa posture autrefois confiante a semblé fragile. Lors d'un dîner à Clarence House, des témoins ont noté qu'elle parlait à peine au-delà des banalités, évitait le regard de Catherine et partait tôt, un acte qui n'a fait qu'alimenter la spéculation d'un fossé de plus en plus profond. Pourtant, Catherine est restée sereine. Elle n'a pas cherché la confrontation et n'a pas non plus tenté d'éclipser. Son génie résidait dans la retenue. Elle s'est simplement présentée, a fait le travail et a laissé les marées de l'histoire la porter vers l'avant. Quand elle s'est assise avec de jeunes mères pour discuter de l'éducation de la petite enfance, ce n'était pas une séance photo. Quand elle a visité les communautés frappées par les inondations, elle est restée plus longtemps que prévu, posant des questions sur des détails que les caméras n'ont pas enregistrés. Les commentateurs royaux ont commencé à noter le contraste. Les apparitions de Camilla semblaient mises en scène, presque désespérées. Celle de Catherine, en revanche, semblait authentique, naturelle. C'est cette authenticité qui l'a rendue inarrêtable. Un initié a résumé la situation sans détour. Camilla a levé la main pour protester, mais au moment où elle l'a baissée, la monarchie était déjà passée à autre chose. La monarchie entrait dans une transition tranquille. Pas de couronnement, pas d'abdication, juste un rééquilibrage des pouvoirs, réalisé au grand jour, mais enveloppé de formalités, et Catherine,
sans exiger de couronne, en portait déjà le poids. Les murmures à l'intérieur du palais de Buckingham se sont intensifiés lorsque la princesse Anne, la seule sœur de Charles, connue pour son honnêteté brutale, a laissé échapper une remarque qui a tranché la spéculation comme un couteau. Lors d'un déjeuner caritatif tranquille, on lui a posé des questions sur le geste symbolique de son frère consistant à élever Catherine. Anne n'a pas hésité, n'a pas ri de la question. Elle a simplement souri et a dit « Symbolique ? Non. » C'était le début de quelque chose de beaucoup plus permanent. La salle s'est figée. Ces 20 mots ont confirmé ce que les initiés soupçonnaient depuis le début. La décision de Charles n'était pas cérémoniale. Elle était stratégique, planifiée de longue date et exécutée délibérément. Anne avait participé à ces discussions, guidant Charles avec la même franchise qu'elle lui offrait depuis son enfance. Elle n'était pas la meneuse de claques de Catherine, et elle ne recherchait pas l'attention, mais elle comprenait les enjeux. La monarchie ne pouvait pas se permettre une autre génération d'erreurs, de scandales ou de méfiance du public. Catherine n'était pas seulement une option sûre, elle était essentielle. Cette confirmation discrète a eu du poids. Les assistants royaux ont murmuré des séances de planification tenues à huis clos où le rôle de Catherine avait été soigneusement défini. Pas d'abdication, pas de rupture spectaculaire. Au lieu de cela, une transition lente, une superposition de responsabilités, un recalibrage de qui parle réellement pour la couronne. Camilla, quant à elle, sentait les murs se refermer. Les apparitions qu'elle dominait autrefois ont été réattribuées. Des assistants de confiance ont commencé à démissionner. Les événements qui portaient son écusson ont été discrètement mis à jour avec l'insigne de Catherine. Les médias sociaux ont impitoyablement amplifié le contraste. Des comparaisons côte à côte de Catherine serrant des enfants dans ses bras et de Camilla apparaissant raide lors de dîners officiels ont rempli les chronologies. Les hashtags déclarant Catherine la reine du peuple sont devenus viraux dans le monde entier. Pour Camilla, c'était la mort par invisibilité. Elle détenait toujours le titre de reine consort, mais il sonnait de plus en plus creux. Son absence à des événements clés est devenue l'histoire elle-même. Les commentateurs qui la louaient autrefois comme une figure stabilisatrice se sont maintenant entièrement concentrés sur Catherine. Dans les coulisses, Charles a donné des signaux sans équivoque. Il a programmé des audiences privées avec Catherine 2 fois par semaine. Il a réaffecté des assistants principaux du service d'Élisabeth II à son aile. Il a discrètement ordonné que Catherine commence à recevoir des briefings directs du ministère des Affaires étrangères, des privilèges auparavant réservés aux monarques et aux consorts uniquement. Et puis est venu le décret interne. Il n'a jamais été annoncé publiquement, mais des initiés ont confirmé sa formulation. Par discrétion souveraine, la princesse de Galles représentera la couronne au bon plaisir de Sa Majesté, lorsque les circonstances l'exigent et que la continuité le demande. En termes clairs, cela donnait à Catherine le pouvoir d'agir en tant que reine opérationnelle chaque fois que la situation l'exigeait. Pas cérémoniel, pas symbolique, mais pouvoir fonctionnel. Le rôle de William dans tout cela était tout aussi délibéré. Il s'est positionné derrière Catherine, offrant son soutien sans l'éclipser. Pour le public, cela ressemblait à de la dévotion. Pour les initiés, c'était une stratégie. Ils savaient que la survie de la monarchie dépendait de la crédibilité de Catherine. Ses souvenirs du tourment de Diana, de l'amertume entre ses parents, étaient des cicatrices qu'il refusait de laisser se répéter. « Elle n'est pas ma femme dans cette affaire. » Un conseiller l'a cité, disant en privé « Elle est l'avenir de la monarchie. » Et le public était d'accord. Les sondages ont révélé que près de 80% des personnes interrogées soutenaient William et Catherine comme les visages du prochain chapitre de la monarchie. Le nom de Camilla était à peine enregistré.
Le flambeau était transmis discrètement, sans fanfare, mais avec tout le poids de l'inéluctabilité. La véritable fracture s'est révélée non pas dans les discours ou les décrets, mais dans les silences qui ont suivi. Lors d'un dîner diplomatique à Clarence House, les invités ont regardé Camilla arriver en retard, éviter la conversation et partir avant le dessert. Catherine, quant à elle, a prononcé un discours qui a suscité une ovation debout. Le contraste était brutal, et les murmures ont rempli les couloirs avant la fin de la nuit. Camilla fait semblant de ne pas avoir perdu, mais tout le monde le sait. Les médias sociaux n'ont fait qu'amplifier cette division. Des clips de Catherine réconfortant des enfants, saluant des anciens combattants et parlant avec sincérité se sont répandus comme une traînée de poudre. Des hashtags comme Catherine Era et Her People's Crown sont devenus viraux sur toutes les plateformes. Pendant ce temps, les photos de Camilla étaient rares, souvent accompagnées de commentaires sur son absence. Ce qui avait autrefois été sa force, sa résilience tranquille, apparaissait maintenant comme une faiblesse. À l'intérieur des murs du palais, la réorganisation s'est accélérée. Les invitations aux événements diplomatiques ont commencé à mentionner le nom de Catherine en premier. Les dirigeants étrangers ont spécifiquement demandé sa présence. Le langage des notes de service officiel a changé. Ce qui se lisait autrefois reine consort et princesse de Galles se lit maintenant princesse de Galles et reine consort. C'était subtil, mais chaque membre du personnel royal l'a remarqué. Charles, toujours le stratège, est resté silencieux en public, mais en privé, il a encouragé Catherine à assumer des rôles plus importants. Il a loué son leadership lors des réunions du Conseil. Il a discrètement réduit la visibilité de Camilla en réaffectant ses fonctions sous le prétexte de la santé et du repos. Au moment où Heads a commencé à qualifier Catherine de souveraine par intérim, l'expression ressemblait moins à des commérages qu'à une réalité. Puis vint le changement symbolique lors de la cérémonie annuelle du souvenir. Traditionnellement, il était du devoir de la reine consort de déposer la couronne. Cette année, le nom de Camilla était absent du programme. Catherine, vêtue d'un bleu marine solennel, s'est avancée à la place. Elle a porté la couronne avec grâce, a incliné la tête et est retournée à sa position. Les caméras n'ont pas zoomé. Elles sont restées larges, comme pour reconnaître qu'il ne s'agissait pas d'une simple cérémonie, mais d'une transition. Regardant depuis une résidence à la campagne, Camilla a dû ressentir la finalité de la chose. Pendant ce temps, la stratégie de William était claire. Laisser Catherine diriger. Il est apparu à ses côtés, la soutenant, mais sans la dominer, renforçant l'idée qu'elle était la voie de la continuité. Les observateurs ont remarqué comment son langage avait changé dans les interviews. Les déclarations commençaient par Catherine et moi, ou en partenariat avec Catherine. Il ne s'agissait plus de succession. Il s'agissait d'une souveraineté partagée. L'opinion publique a bondi en réponse. Les sondages ont révélé un soutien écrasant à une future monarchie dirigée par William et Catherine. Alors que les chiffres de Camilla diminuaient pour atteindre un seul chiffre, les gros titres ont capturé le sentiment. Princesse Catherine, la couronne du peuple. Puis Charles a évoqué le souvenir de Diana lors d'une réception privée. Ces paroles ont stupéfié même les membres de la royauté chevronnée. Ma défunte épouse m'a dit un jour que la couronne doit être gagnée et non héritée. En Catherine, je vois ce même mélange de grâce et de devoir. Des allaitements ont suivi. Pour la première fois, Charles a lié Diana et Catherine en un seul héritage. Le message était clair. Catherine ne se contentait pas d'avancer. Elle portait un flambeau que l'on pensait autrefois éteint. La protestation silencieuse de Camilla avait échoué. Au moment où sa main s'est abaissée dans le St. George's Hall, la monarchie avait déjà changé. Le nouvel ordre n'a pas été déclaré à coups de trompette ou de proclamation. Il se construisait tranquillement, résolument
et au nom de Catherine. À l'intérieur du palais, le personnel a commencé à utiliser une nouvelle expression à voix basse, le protocole des murmures. Ce n'était pas un document officiel, mais une pratique que tout le monde comprenait. Éviter de parler de l'absence de la reine consorte, éviter les comparaisons entre elle et Catherine, et surtout, ne contredisez jamais les décisions qui portaient la marque de Catherine. Cette étiquette discrète a révélé ce que le monde réalisait lentement. Catherine n'attendait plus l'autorité. Elle l'exerçait. Les emplois du temps ont été redessinés pour donner la priorité à son calendrier. Les notes de service mettaient d'abord en évidence ses initiatives. Même le bureau de presse a commencé à rédiger des titres avec les citations de Catherine, repoussant les remarques de Camilla plus bas dans la page, parfois en les omettant complètement. Charles, bien qu'extérieurement neutre, a donné des signaux subtils. Il n'a plus insisté sur la présence de Camilla lors des réunions de stratégie. Au lieu de cela, Catherine a été informée directement par le ministère des Affaires étrangères et invitée à assister aux discussions du conseil privé. Les dignitaires étrangers ont sollicité son avis. Les ambassadeurs ont demandé des audiences privées et Charles, loin de résister, l'a encouragé. Camilla, quant à elle, s'est retirée. Yates l'a décrite comme retirée, participant à moins d'événements, son sourire passant de la chaleur à la tension. Des partisans de longue date ont démissionné discrètement, tandis que d'autres ont été réaffectés à l'aile de Catherine. Son calendrier autrefois chargé est devenu un espace vide. Un ancien membre du personnel l'a dit sans ambages. C'est comme regarder une duchesse devenir une note de bas de page. La réaction du public a reflété la dynamique du palais. L'authenticité de Catherine a résonné. Elle a été photographiée en train de rire avec des enfants, de consoler des familles en deuil et de parler avec des dirigeants étrangers d'un ton à la fois ferme et compatissant. Chaque image est devenue virale, la renforçant en tant que visage sûr et moderne de la monarchie. Pendant ce temps, le silence de Camilla est devenu sa déclaration la plus forte. L'absence, autrefois négligée, semblait maintenant flagrante. Et puis, vinrent les Highland Games en Écosse. Pendant des générations, ils ont été une vitrine de la tradition, des tartans et de l'unité familiale. Mais cette année-là, le spectacle n'était pas les jeux. C'était la disposition des sièges. Catherine, rayonnante et composée, était assise au centre, flanquée de hauts fonctionnaires et d'invités étrangers. Camilla est arrivée en retard, prenant place 3 rangées derrière, évitant tout contact visuel avec Catherine. Les photographes ont immortalisé le moment. Les titres n'ont pas célébré la tradition. Ils ont disséqué le langage corporel. L'un d'eux disait « La princesse ressemblait à la couronne ». À l'intérieur du palais, le symbolisme n'a pas été perdu. Une révolution tranquille avait pris racine. L'autorité de Catherine n'était plus théorique. Elle était vécue. Lorsque les invitations à une table ronde du Commonwealth ont été envoyées, elle portait son seul nom. Les ambassadeurs du Canada, de l'Australie et du Ghana étaient assis en face d'elle dans la salle Lancaster, autrefois réservée strictement aux monarques et à leurs conjoints. Ni Charles ni Camilla n'étaient présents. Catherine a ouvert la réunion avec une autorité calme, laissant les diplomates stupéfaits. À huis clos, Charles a finalisé un protocole accordant à Catherine une influence sur les mécénats, les visites d'État et les fonctions cérémonielles. Sur le plan opérationnel, elle fonctionnait déjà comme une reine. Techniquement, son titre était toujours celui de princesse de Galles, mais à Whitehall et dans les ambassades de Londres, elle était reconnue comme la souveraine silencieuse du présent. Camilla, quant à elle, a été réaffectée à une résidence à la campagne. Les déclarations officielles citaient le repos et le bien-être, mais les initiés du palais connaissaient de la vérité. Son rôle était gracieusement supprimé. La monarchie n'avait pas besoin de lui retirer son titre.
Elle avait simplement besoin de la rendre inutile. L'évolution de la dynamique royale était désormais impossible à ignorer. Même ceux qui avaient autrefois rejeté les rumeurs comme des exagérations ont commencé à voir la vérité se dérouler en temps réel. Catherine n'était plus une figure d'arrière-plan, ni simplement la princesse de Galles sereine, admirée pour son élégance. Elle était devenue le centre opérationnel de la monarchie, la figure autour de laquelle toutes les décisions et apparitions tournaient tranquillement. L'un des indicateurs les plus clairs est venu du monde de la diplomatie. Traditionnellement, les dignitaires étrangers demandaient des réunions avec le monarque ou, occasionnellement, le consort. Mais maintenant, les ambassades à Londres ont commencé à soumettre des demandes formelles directement pour Catherine. L'ambassadeur américain a demandé si elle pouvait organiser un sommet culturel à Kensington Palace. L'ambassade de France a demandé sa présence à une conférence sur les lions sans Charles, William ou Camilla. Même les représentants du Commonwealth, souvent prudents en matière de protocole, ont commencé à la traiter comme le visage sûr et tourné vers l'avenir de la Grande-Bretagne. Son style de diplomatie a fait la différence. Catherine ne s'est pas mise en avant, ni ne s'est appuyée sur la formalité rigide qui a longtemps défini le protocole royal. Elle a écouté attentivement, posé des questions qui révélaient un intérêt sincère et répondu avec une chaleur enveloppée de discipline. Un haut diplomate a fait remarquer plus tard « Elle écoute comme une mère, parle comme un souverain et négocie comme quelqu'un qui sait que ses mots seront retenus. » Charles l'a remarqué aussi. Bien que sa santé ne soit pas officiellement remise en question, le poids de la modernisation pesait lourdement sur lui. Il avait passé des décennies à attendre le trône, et maintenant son règne était consumé non pas par une ambition personnelle, mais par une transition. Catherine était son assurance que la monarchie survivrait aux tempêtes de la pertinence. Il l'a félicitée en privé lors de réunions, a dit aux assistants de lui confier davantage de responsabilités et s'est discrètement mis de côté chaque fois que sa présence s'avérait plus percutante que la sienne. Le rôle de William dans cette transformation est resté délibérément discret. Pour le public, il était favorable, se tenant toujours légèrement derrière Catherine, lui permettant de prendre la lumière. Mais les initiés du palais savaient qu'il était l'architecte de cette stratégie. Il comprenait les cicatrices de l'opinion publique mieux que quiconque. Il avait vécu le chaos des années Diana, enduré l'amertume du divorce et vu l'image de la monarchie vaciller. Soutenir Catherine n'était pas facultatif pour lui. C'était essentiel. Un assistant se souvient de ces mots. « Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Elle n'est pas seulement ma femme. Elle est l'avenir de la monarchie. Mon rôle est de la protéger. » Pendant ce temps, le déclin de Camilla n'était plus subtil. Les communiqués de presse ont présenté ses absences comme un repos saisonnier ou des engagements privés, mais même les observateurs occasionnels savaient qu'il s'agissait d'une visibilité gérée. Son calendrier s'est vidé, ses discours se sont raccourcis et les initiatives autrefois liées à son héritage ont été réaffectées. Lors d'un gala artistique qu'elle était censée animer, c'est Catherine qui est montée sur scène à la place. Il n'y a pas eu d'annonce, pas d'explication, mais la foule s'est levée. Pas pour le titre, mais pour la présence. À l'intérieur du palais de Buckingham, son isolement est devenu plus évident. Des assistants de longue date ont démissionné discrètement. D'autres ont fait défection vers l'équipe de Catherine. Un membre du personnel a décrit l'ambiance sans détour. C'est comme regarder un lent fondu au noir. Pour Camilla, la trahison a été profonde, non seulement à cause de l'ascension de Catherine, mais aussi parce que Charles l'a permise. Il ne l'a pas protégée, il ne s'est pas battu pour préserver son influence. Au lieu de cela, il l'a redirigée, la relocalisant dans une résidence à la campagne sous le prétexte du bien-être. Elle est restée reine consort de nom, mais la machine de la couronne l'avait dépassée. Le public l'a vu aussi.
Les sondages ont révélé que 78% des personnes interrogées soutenaient une monarchie dirigée par William et Catherine. Seulement 9% incluaient Camilla dans leur vision de l'avenir. Les tabloïds, souvent impitoyables, se sont adoucis lorsqu'ils ont écrit sur Catherine. Les gros titres ont loué sa grâce et sa modernité, tandis que le nom de Camilla a glissé à l'arrière-plan. Et puis vint la cérémonie du souvenir militaire, une tradition toujours menée par la reine consort. Cette fois, Catherine est apparue en bleu marine solennel, a déposé la couronne avec calme et a incliné la tête. Les caméras ont immortalisé le moment avec une distance respectueuse. Les commentateurs ont appelé cela un transfert d'héritage. Regardant depuis sa résidence lointaine, Camilla a dû réaliser la finalité. Cette cérémonie avait été sa scène symbolique. Maintenant, elle appartenait à Catherine. Ce qui a rendu l'ascension de Catherine inarrêtable, ce n'était pas seulement le décret de Charles ou la stratégie de William. C'était sa retenue. Elle n'a jamais exigé la couronne, elle ne s'est jamais vantée d'influence, elle a laissé ses actions parler, sa compassion briller et sa dignité résonner. Cette confiance tranquille a donné envie aux gens de lui remettre la couronne sans cérémonie. Les commentateurs royaux l'ont résumé au mieux. Elle n'a pas besoin d'un trône. Elle entre simplement dans une pièce et l'histoire la suit. La monarchie est entrée dans une nouvelle ère, non pas avec des trompettes ou des fanfares, mais avec des murmures, des emplois du temps réorganisés et la présence constante et indéniable de Catherine, princesse de Galles, la femme qui fonctionne déjà comme une reine, en tout sauf le nom. La transformation à l'intérieur de la monarchie n'était plus seulement une question de protocole. C'était une question de perception, et en matière de royauté, la perception est le pouvoir. Dans les journaux, à la télévision et sur les médias sociaux, la présence de Catherine a commencé à éclipser tous les autres membres de la famille. Des extraits de ses discours ont été traduits dans plusieurs langues. Ces images ont circulé dans le monde entier et les hashtags célébrant sa dignité ont atteint des millions de personnes. Une publication virale déclarait « Elle n'a pas besoin d'un trône. Elle le porte déjà avec elle. » Dans les écoles, les enseignants auraient utilisé son nom comme raccourci pour désigner le calme sous pression. Fais-le comme Catherine. C'était plus que de l'admiration. C'était une empreinte culturelle. Catherine était devenue l'incarnation vivante de la continuité, le visage moderne de la monarchie sans jamais l'exiger. À l'intérieur du palais, Charles a renforcé ce changement par des actions discrètes mais décisives. Il a approuvé la réaffectation des anciens assistants principaux de la reine Élisabeth II au service de Catherine, un transfert symbolique d'expérience et de mémoire institutionnelle. Il a encouragé William à lui confier la prise de décision, louant Catherine en privé pour sa capacité à équilibrer la compassion et la fermeté. Lors des réunions, ces mots étaient révélateurs. La continuité ne consiste pas à s'accrocher. Il s'agit de savoir quand lâcher prise, et il lâchait prise pièce par pièce. Camilla, cependant, sentait chaque pièce glisser comme du sable entre ses mains. Son cercle, autrefois restreint d'alliés, se rétrécissait. Des assistants de confiance ont démissionné, tandis que d'autres ont été réaffectés à des projets patrimoniaux loin de son orbite. Elle arrivait en retard au dîner, parlait peu et évitait le regard de Catherine. Des rumeurs circulaient sur les tensions à huis clos, mais le public n'avait pas besoin de commérage. Il pouvait voir la distance inscrite dans sa posture. Les Highland Games en Écosse ont fourni l'un des symboles les plus clairs. Catherine était assise bien en évidence, entourée de dignitaires. Camilla est entrée plus tard 3 rangées derrière sans aucune reconnaissance entre les deux femmes. Les photographes n'avaient pas besoin de légende. Les images racontaient l'histoire. Catherine ressemblait à la couronne. Camilla comme une invitée. Pour William, ces changements avaient un poids personnel.
Son histoire avec Camilla était complexe, polie, mais jamais chaleureuse. En privé, il a fait remarquer un jour: « Ma loyauté commence et se termine avec mon père. Mais ma confiance se gagne. Elle ne l'a jamais gagnée. » Cette froide vérité a maintenant façonné son silence. Il n'a pas parlé contre Camilla, mais il ne l'a jamais défendue non plus. Au lieu de cela, il s'est tenu fermement aux côtés de Catherine, encadrant leur partenariat comme le présent de la monarchie, pas seulement son avenir. Sa déclaration publique a changé. Catherine et moi croyons, ou en partenariat avec Catherine, ils n'étaient plus seulement un couple. Ils étaient une monarchie en mouvement. Les réalignements stratégiques se sont accélérés. Le fonds pour la petite enfance, autrefois présenté comme celui de Camilla, a été restructuré sous la direction de Catherine. Une tournée internationale au Canada et en Nouvelle-Zélande, initialement considérée comme un engagement conjoint, a été divisée. Catherine dirigerait seule. Le nom de Camilla était complètement absent. Pour le public, cela ressemblait à une planification. Pour les initiés, c'était un redécoupage territorial. Un palais a admis candidement. Camilla approuvait les itinéraires. Maintenant, nous la mettons juste en copie. C'est la différence. Cette différence était sismique. L'autorité de Catherine s'est étendue non pas avec des proclamations, mais avec le silence. Elle prenait des décisions, commandait des initiatives et dirigeait des engagements, tout en se présentant comme modeste et consciencieuse. Les commentateurs ont appelé cela son génie de la retenue. Elle n'avait pas besoin de demander la couronne. Chacune de ses actions a fait croire aux gens qu'elle lui appartenait déjà. Pendant ce temps, les sondages ont atteint des niveaux records. Près de 80% des personnes interrogées soutenaient Catherine comme figure de proue de la monarchie. Les gros titres ont déclaré « L'ascension silencieuse d'une reine » et « Camilla recule tandis que Catherine avance ». Les médias sociaux ont été inondés de messages sur l'ère de Catherine, tandis que le nom de Camilla s'est estompé dans l'absence. Le changement a culminé dans la salle Lancaster du palais de Buckingham. Traditionnellement, seul le monarque et le consort présidaient les tables rondes du Commonwealth. Pourtant, ce jour-là, Catherine était assise à la tête de la table. Les ambassadeurs du Canada, de l'Australie, du Ghana et de l'Inde la flanquaient de part et d'autre. Charles n'était pas présent. Camilla n'était pas invitée. Catherine a ouvert la réunion avec une grâce constante, discutant des valeurs partagées et de la continuité. Des diplomates chevronnés ont quitté la salle stupéfaits, murmurant que l'histoire avait changé sous leurs yeux. Dans les jours qui ont suivi, Charles a finalisé un protocole interne donnant à Catherine une influence directe sur les principaux mécénats, les visites à l'étranger et l'autonomie cérémonielle. Ce n'était pas public, mais les initiés connaissaient la vérité. Sur le plan opérationnel, elle était déjà reine. Camilla, relocalisée dans une résidence à la campagne, a regardé la monarchie avancer sans elle. L'explication officielle est restée douce. Sa Majesté se repose, mais en réalité, son règne était devenu purement symbolique. La machine de la couronne avait choisi Catherine, et il n'y avait pas de retour en arrière. La monarchie s'était fissurée discrètement sans scandale, ni effondrement public. Pas d'abdication, pas de coup d'État, juste un transfert d'influence mené dans des murmures, des silences et des chaises réarrangées. Et dans ces silences, la voix de Catherine est devenue celle qui comptait le plus. Quelques semaines plus tard, la révolution silencieuse de la monarchie est devenue impossible à nier. Catherine, autrefois qualifiée de roturière avec de beaux cheveux, se tenait maintenant au centre même de la gravité royale. Son ascension n'a pas été déclarée dans les gros titres de Buckingham Palace. Elle a été vécue dans chaque programme,
chaque audience, chaque réunion qui portait son nom. Le moment le plus symbolique est venu avec la Garden Party royale annuelle. Pour la première fois de l'histoire, les invitations mentionnaient Catherine comme hôte au nom de la couronne. C'était sans précédent. Les invités sont arrivés s'attendant à un rassemblement formel, mais ce dont ils ont été témoins était quelque chose de bien plus grand. La confirmation visuelle d'une transition déjà en cours. Catherine a salué les diplomates, s'est promenée avec les enfants et s'est tenue sur les marches du palais pour prononcer le discours principal. Derrière elle, William a souri, stable, soutenant, permettant à sa lumière de briller. Camilla était absente. Interrogée, les assistants ont répondu avec douceur. Sa Majesté se repose. Mais c'est que mosquée que... PC, l'absence a parlé plus fort que toute explication. À l'intérieur du palais, le personnel s'est adapté au nouvel ordre. Les budgets des initiatives ont été discrètement réaffectés sous la supervision de Catherine. Les briefings du ministère des Affaires étrangères lui ont maintenant été directement transmis. Même les rôles cérémoniels longtemps associés à la reine consort ont été transférés à son emploi du temps. Un assistant principal l'a décrit clairement. Elle dirige la boutique, même si l'enseigne indique toujours sous le roi. Charles lui-même semblait adopter cette évolution. Lors d'un dîner privé avec des conseillers proches, il a levé son verre et a dit « La continuité ne consiste pas à s'accrocher. Il s'agit de savoir quand lâcher prise. » Ses yeux se sont posés sur Catherine lorsqu'il a ajouté « La couronne en esprit est déjà la vôtre. Vous l'avez portée avec dignité bien avant que je ne vous le demande. » Ce n'était pas un couronnement, mais dans ces mots, il lui a remis l'essence de la souveraineté. Camilla, quant à elle, s'est encore plus retirée à l'arrière-plan. Les déclarations officielles ont présenté sa retraite comme un choix pour le bien-être et les causes patrimoniales. Mais en réalité, son influence s'était dissoute, ses discours ont été annulés, ses tournées reportées indéfiniment et ses apparitions réduites à une quasi-invisibilité. Même ses alliés les plus proches ont reconnu en privé que son règne touchait à sa fin, non pas par un scandale ou une abdication, mais par une suppression silencieuse. Le public a embrassé le changement de tout cœur. Les sondages ont bondi avec le soutien de William et Catherine, tandis que l'approbation de Camilla est tombée dans l'insignifiance. Les gros titres ont déclaré « Princesse Catherine, la couronne du peuple ». Les médias sociaux ont bourdonné d'éloges. Une publication virale a capturé le sentiment. Nous assistons à un passage de flambeau sans cérémonie, mais avec tout le poids. Ce qui a rendu l'ascension de Catherine inarrêtable, c'est sa retenue. Elle n'a pas exigé le trône. Elle n'a pas manœuvré de manière agressive. Elle a laissé les actions, la compassion et la présence parler plus fort que l'ambition. Lorsqu'elle a visité des communautés frappées par des inondations, elle est restée longtemps après le départ des caméras. Lorsqu'elle s'est adressée à des anciens combattants, elle l'a fait sans note, sa sincérité désarmant même les plus sceptiques. Lorsqu'elle a porté un toast diplomatique, elle n'a mentionné ni Charles ni William. Elle a mis l'accent sur les valeurs de continuité et de compassion. C'était son génie. Elle a rendu la monarchie humaine. Au moment où elle a déposé la couronne à la cérémonie du souvenir, autrefois le devoir sacré de Camilla, la transition était indéniable. Les caméras l'ont capturée inclinant la tête, non pas en tant que consort remplissant le protocole, mais en tant que souveraine incarnant l'héritage. Les commentateurs ont appelé cela le moment où la couronne a changé sans être transmise. Et ainsi, une monarchie séculaire avait évolué sans fanfare, sans abdication, sans rébellion, juste le silence, les murmures, et une femme qui n'a jamais cherché le pouvoir, mais l'a commandé.
Catherine était devenue à tous égards, sauf au titre, la souveraine tranquille de Grande-Bretagne. Camilla peut encore porter le nom de reine consort, mais son règne a été réduit au symbolisme. Catherine, cependant, était devenue le présent, le battement de cœur de la continuité. Le monde n'avait pas besoin d'une proclamation pour le voir. Les diplomates l'ont demandé, les citoyens l'ont adoré, et Charles lui-même l'a approuvé avec à la fois confiance et soulagement. L'ère Catherine était arrivée, non pas avec des trompettes ou des sceptres d'or, mais avec grâce, compassion et une révolution tranquille menée au grand jour. Elle avait prouvé ce que même Diana avait dit un jour à Charles. La couronne doit être gagnée et non héritée. Et Catherine l'avait gagnée, non pas par la force, mais en incarnant la dignité même dont la monarchie avait besoin pour survivre. Et alors que la garden party touchait à sa fin, les enfants l'entourant sur les marches du palais, William à ses côtés et Charles regardant avec une fière résignation, une vérité a résonné à travers la Grande-Bretagne et au-delà. Catherine ne porte peut-être pas encore la couronne, mais elle règne déjà.